je m'appelle Milva Ribeiras et que je suis actuellement en première année de thèse en co-tutelle entre l'UBFC ici en France et l'UCAT au Québec. Et donc, je suis encadrée par Miguel Montoro-Girona, Eve Afonso, Damien Rousse et Hubert Morin. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de thèse et notamment comment je compte utiliser l'ADN sédimentaire comme indicateur des perturbations naturelles en forêt boréale. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter le contexte de ma thèse et comment j'insère l'ADN sédimentaire dans mes recherches. Et ensuite, je vous présenterai quelques résultats préliminaires. Donc, un rapide contexte sur ma zone d'étude. Donc, en 2022, le GIEC a annoncé que le biome boréal serait le deuxième biome le plus impacté par le changement climatique en cours après l'Arctique. Or, la forêt boréale occupe actuellement 30% de la surface forestière totale et fournit bon nombre de services écosystémiques tels que le stockage de 20% du carbone forestier total, l'aide au maintien de l'équilibre global ou est encore une grande réserve de biodiversité et d'eau douce. D'autre part, comme vous pouvez le voir ici en vert foncé, une partie de la forêt est exploitée est utilisée pour de l'exploitation des ressources, notamment la production de bois, l'hydroélectricité ou les ressources minières. Donc, si l'on se concentre un peu plus cette fois-ci à l'échelle du Canada, où se situe ma zone d'étude qui est le Québec, la forêt boréale occupe 75% de la surface boisée, soit environ 347 millions d'hectares, ce qui équivaut à environ plus de 6 fois la superficie de la France. Donc, dans les forêts boréales, il y a deux perturbations majeures qui vont impacter sur le fonctionnement physiologique, la structure et la composition et la dynamique de ces forêts, donc les feux de forêt et les épidémies d'insectes ravageurs. Et dans ma thèse, parmi ces insectes ravageurs, on va principalement s'intéresser à la tordeuse du bourgeon d'épinette, Coristonera fumiferana, qui est un lépidoptère défoliateur endémique d'Amérique du Nord, qui se nourrit principalement de sapins baumiers, Abies balsamea, mais qu'on peut également trouver sur l'épinette blanche, l'épinette rouge ou l'épinette noire. Donc, à l'heure actuelle, on considère que 90% des pessières et sapinières sont touchées par les épidémies de tordeuse. On considère également qu'elle est la perturbation majoritaire à l'est du Canada, pouvant même certaines fois supplanter les feux de forêt. Ces épidémies sont cycliques, se produisent tous les 25 à 40 ans et peuvent durer entre 1 an et 20 ans. Et en général, elles commencent dans un hotspot avant de se propager en de larges aires géographiques synchrones, comme ça a pu être le cas, par exemple, pour l'épidémie entre 67 et 82 au Québec, où elle a démarré dans le sud-ouest du Québec, avant de se propager jusqu'au 51e parallèle. Donc, si ces perturbations peuvent faire intrinsèquement partie du fonctionnement des forêts boréales, elles peuvent aussi être dommageables, ou plutôt, elles peuvent aussi impacter les sociétés humaines. Elles peuvent notamment être dommageables pour certaines infrastructures d'intérêt, comme les feux, par exemple, qui peuvent donc toucher certaines infrastructures d'intérêt ou toucher des populations en périphérie des villes. Et d'autre part, depuis le milieu du XXe siècle, on note une augmentation du nombre de grands feux avec des événements de feu sans précédent qui se sont déclarés, comme le méga-feu du Yellowknife en 2014. Et certaines études ont rapporté qu'on attendait une augmentation du nombre de feux de 25% en 2030 et de 75% d'ici à 2100. Si on s'intéresse maintenant aux épidémies de tordeuse, cette fois-ci, on va davantage s'intéresser à la production de bois, qui constitue 1% du PIB canadien, donc c'est une ressource économique. Or, les épidémies, quand elles surviennent, peuvent toucher des millions d'hectares, des dizaines de millions d'hectares, comme cela a pu être le cas lors des dernières épidémies. Et certaines études ont montré, lors des dernières épidémies, que les épidémies se propageaient vers le nord et touchaient des zones qui jusqu'alors n'avaient pas été touchées par les épidémies. Et il semblerait, d'après ces études, que cela continue à l'avenir. Donc, si ces deux régimes de perturbation sont assez bien connus indépendamment l'un de l'autre, leurs interactions restent à l'heure actuelle très méconnues, et d'autant plus dans le contexte de changement climatique. Donc ça a alimenté ma problématique de thèse, qui est comment la dynamique croisée des feux et des épidémies de tordeuse a été impactée par les changements climatiques passés. Donc, dans ma thèse, on a 3 objectifs généraux. 1, la mise en place d'une méthodologie de reconstruction des épidémies de tordeuse à l'échelle plurimillénaire. 2, étudier les impacts de différents changements climatiques sur les interactions feu-épidémie de tordeuse-végétation. Et 3, évaluer le rôle des changements climatiques et des régimes de perturbation dans la variation de composition des communautés d'insectes. Donc, je vais tout d'abord vous présenter ma zone d'étude.
Donc, elle se situe donc au Québec, dans la moitié sud. On a 5 zones d'études qui sont réparties dans différents domaines bioclimatiques qu'on a jugés essentiels à la compréhension des interactions feu-épidémie de tordeuse. Dans chaque zone d'étude, on va prélever 3 carottes courtes, dans 3 carottes sédimentaires lacustres courtes, pardon, qui seront datées au plomb 210 et au césium 137 sur les temps récents et au carbone 14 pour les dates les plus anciennes. Ça nous permettra de couvrir une échelle de temps d'environ 1500 ans de manière à confronter nos données de reconstruction à un cycle complet de réchauffement, refroidissement, réchauffement. Donc, pour l'acquisition de ces carottes, 2 campagnes de terrain ont déjà été menées. La première en octobre 2021 en Abitibi-Témiscamingue et la deuxième en Gaspésie cet été. Pour ce qui est des zones 2 et 3, donc pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on étudie à l'heure actuelle des échantillons provenant de la thèse de Hugues Thérault des Félis, qui est encadrée par Hubert Morin à l'UQAC. Et pour la zone 3, on étudie cette fois-ci des échantillons provenant des carottes de la thèse de Jonathan Lesven, qui est doctorant ici. Donc, en ce qui concerne mon premier chapitre de thèse, celui-ci vise à mettre en place cette méthode de reconstruction des épidémies. Donc, pour contextualiser ce besoin, à l'heure actuelle, seules les zones 2 et 3 de mes sites d'études possèdent des données à l'échelle plurimillénaire sur les épidémies de tordeuse, qui ont été obtenues via différents proxys comme la dendrochronologie, les fécès de tordeuse ou encore les écailles de tordeuse. Alors, si ces proxys ont permis d'acquérir bon nombre de données, ils ont quand même certaines limites. Par exemple, pour la dendrochronologie, les épidémies de tordeuse ne sont pas les seules à pouvoir impacter la taille des cernes de l'arbre. Donc, on peut être confronté à une limite d'interprétation de nos données et également à une limite temporelle qui, cette fois-ci, est induite par la durée de vie de l'arbre. En ce qui concerne les fécès de tordeuse, cette fois-ci, on est confronté à une limite temporelle qui est induite par la dégradation du proxy dans le temps et dans le substrat. Et en ce qui concerne les écailles de tordeuse, cette fois-ci, on est confronté à une limite de spécificité, notamment vis-à-vis de la résolution de l'identification qu'on peut faire des écailles de tordeuse vis-à-vis des autres défoliateurs qu'on va trouver dans le substrat. Et donc, tout cela a fait naître le besoin de mettre au point un nouveau proxy qu'on jugerait plus spécifique et qui permettrait de reconstruire ces épidémies à l'échelle plurimillénaire. Et ici, on a choisi de le faire par l'ADN sédimentaire ancien de tordeuse. Donc, j'ai choisi de remettre une définition pour qu'on s'entende bien sur ce qu'ici on entendait par ADN sédimentaire. Donc, c'est une fraction de l'ADN environnemental issue d'organismes qui ne sont physiologiquement plus actifs, associés ou non à des restes des organismes. Et les molécules sont déposées à la surface du sédiment et conservées au cours du temps et sont le plus souvent dégradées et fragmentées. Et on pose souvent la question de quelle est la source en fait du signal ADN qu'on retrouve dans les sédiments lacustres. Et ici, en fait, on a pu observer que pendant les épidémies de tordeuse, il y avait tellement d'individus qu'en fait, les individus morts tombaient à la surface du lac. C'est ce qui a initié d'ailleurs les travaux de Montoro et Girona en 2018 sur les écailles de tordeuse dans les sédiments. Et c'est notamment sur cette source d'ADN qu'on compte pour reconstruire nos épidémies. Donc pour ça, on a 2 objectifs. 1, reconstruire la fréquence de ces épidémies dans le temps. Et 2, essayer d'estimer la sévérité de ces épidémies. Donc pour cela, notre hypothèse pour la reconstruction de la fréquence est que donc on retrouverait de l'ADN de manière continue dans les sédiments tout au long de la carotte, puisque la tordeuse est endémique du Canada, mais que lors des épidémies, il y aurait davantage d'individus dans le milieu et que par conséquent, on aurait un signal plus fort de l'ADN de tordeuse au moment des épidémies. Et pour ce qui est d'estimer la sévérité des épidémies, on part à peu près du même postulat, c'est-à-dire que plus l'épidémie est sévère, plus il devrait y avoir d'individus dans le milieu, et donc plus le signal ADN devrait être fort dans les sédiments lacustres. Donc, pour valider ou invalider nos hypothèses, donc on va extraire l'ADN l'ADN total, puis l'ADN génomique total de nos carottes. On va ensuite quantifier par la technique de la PCR quantitative l'ADN de nos tordeuses en ciblant un fragment du gène SARA, qui est un brin court qui fait 126 paires de bases et qui a pu montrer sa spécificité vis-à-vis d'autres défoliateurs qui ont été testés, Landina ficellaria ou Malassosoma distria, qui sont les 2 défoliateurs principaux de ces hommes-là. Ce qui nous permet d'obtenir ce genre de reconstruction où on obtient une quantité d'ADN sédimentaire de tordeuse en nanogrammes par microlitre au cours du temps.
Pour calculer la fréquence de nos épidémies, on calculera le taux d'accumulation de notre signal ADN. Et ensuite, on pourra identifier les pics des épidémies, soit visuellement, soit si le besoin s'en fait sentir, par des traitements de signal tels que le signal incendie, comme ça peut être fait avec char analysis, où ici, vous pouvez voir une séquence où on voit où chaque croix rouge représente un événement de feu. Et pour ce qui est de la sévérité des épidémies, on pensait calibrer notre signal ADN sur le récent avec les données de surveillance aérienne qui ont été mises en place à partir de 1967 au Québec et qui recensent les zones touchées et l'intensité des épidémies au Québec. Ou encore grâce aux données existantes en dendrochronologie qui fournissent actuellement le plus grand registre de données sur les épidémies qu'on ait au Québec. Donc ensuite, le chapitre 2 découle directement en fait, du chapitre 1 et vise à mettre en relation ces épidémies de tordeuses reconstruites avec les régimes de feu, la végétation et le climat dans nos zones d'études. Donc, un rapide contexte, parce que c'est vraiment le contexte général de ma thèse qui s'applique sur ce chapitre. Donc, comme je l'ai dit, on connaît assez bien ces deux régimes de perturbation, mais très peu leur interaction, et encore moins dans le contexte du changement climatique. Mais certaines études ont soulevé la possibilité que l'interaction de ces deux perturbations fasse naître des états de stabilité alternatifs dans les écosystèmes. Et une des grandes questions qui demeure à l'heure actuelle, c'est quel est le lien entre la défoliation induite par la tordeuse durant les épidémies et le risque de feu. Il pourrait se produire la chose suivante, c'est que lors des épidémies, il y ait, via la défoliation, une augmentation de la disponibilité en combustible dans le milieu qui pourrait, par exemple, accroître le risque de feu, mais ce n'est qu'une hypothèse. Donc, de la même manière, on va échantillonner la carotte à haute résolution, on va se servir de l'ADN pour reconstituer nos épidémies, des macro-charbons de bois pour reconstruire notre histoire de feu, et ensuite, grâce à la bibliographie et à des études de chironomie que je ne ferai pas moi-même, on obtiendra des données paléoclimatiques sur nos secteurs d'études. Et les données végétation seront obtenues également d'études palynologiques. Et enfin, j'en viens au contexte de mon chapitre 3, qui vise cette fois-ci à étudier l'interaction de ces régimes de perturbation une fois reconstruits avec les communautés de macro-invertébrés. Alors, pourquoi parce que si la cyclicité des épidémies de tordeuses est assez bien connue, on connaît encore très peu les causes des déclenchements et des effondrements de ces événements épidémiques. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises. La sylviculture hypothèse qui stipulait que l'aménagement intensif forestier pouvait favoriser plutôt les épidémies de tordeuses. L'hypothèse des équilibres multiples qui stipulait que sous l'accroissement de la disponibilité en ressources notamment, il pouvait y avoir la tordeuse, en utilisant ses ressources, pouvait augmenter ses effectifs et ainsi échapper à la régulation de ses ennemis naturels. Et la dernière hypothèse, qui est celle qui va nous intéresser, nous, c'est l'hypothèse oscillatoire de Royama. Pourquoi elle nous intéresse? Parce que c'est encore la moins contestée à l'heure actuelle. Elle stipule que sous l'effet de changements de facteurs environnementaux, comme le climat ou la végétation, cela induirait un changement dans la composition des communautés des ennemis naturels de la tordeuse. Et par conséquent, ça engendrerait des différences de régulation dans les populations de tordeuses, ce qui pourrait produire en fait les événements épidémiques à large échelle géographique qu'on constate à l'heure actuelle. Donc pour ce chapitre, de la même manière, on va extraire l'ADN, mais cette fois-ci, on va faire du métabarcoding en venant cibler le gène cytochrome oxydase 1, qui est le fragment de ce gène, pardon, qui est commun à un grand nombre de macro-invertébrés, qui sera d'abord amplifié par PCR, et les amplicons issus de la PCR seront ensuite séquencés en Next Generation Sequencing, qui permet de séquencer de manière simultanée un grand nombre d'échantillons et d'obtenir ainsi les séquences ADN des individus qui se trouvaient dans le milieu pour chacun de nos échantillons. Ces séquences seront comparées aux bases de données déjà disponibles sur Internet et on pourra ainsi obtenir la richesse spécifique de nos échantillons. Et ensuite, par certains traitements statistiques, on pourra étudier les relations qui existent entre les épidémies de tordeuses, les perturbations, les changements climatiques et nos communautés. Alors maintenant, je vais passer à la présentation des quelques résultats préliminaires qu'on a obtenus jusqu'à présent.
Pardon. Donc, ces résultats ne valent que pour la zone 3 de mes sites d'études, donc les carottes issues de la thèse de Jonathan Lesven. Donc, les premiers résultats, c'est sur le lac Tremblay, où sur ce graphique, vous pouvez voir en rouge le taux d'accumulation d'ADN sédimentaire de tordeuse qu'on a calculé. Et en bleu, le taux d'accumulation de charbon, de charbon, pas de tordeuse, qui a été reconstruit, pardon. Donc ici, c'est une étude qui a une résolution temporelle d'environ 5 ans par point, donc c'est quand même de la haute résolution. Et ce qu'on a pu obtenir, c'est reconstruire les 70 dernières années, et ce qu'on voit, c'est qu'il se dessine 3 pics d'un signal qui semblent contemporains à des épidémies historiques que je vous ai mis ici en haut, connues au Québec. Les dernières épidémies, on va dire, au Québec. Et donc, on a souhaité mettre le taux d'accumulation de charbon en face, et ce qu'on voit, c'est qu'il semble y avoir une certaine synchronicité sur les 70 dernières années entre ces deux signaux, ce qui, pour l'instant, va à l'encontre de ce qui a été ramené des différentes études sur le reste de l'Holocène. C'est-à-dire que sur le reste de l'Holocène, on avait plutôt des signaux qui étaient inversés les uns des autres, en fait. Quand il y avait beaucoup de tordeuses, il y avait peu de feu et inversement. Donc, à l'issue de ces résultats, on a voulu voir si on pouvait avoir des résultats à l'échelle plurimillénaire, puisque c'était un peu nos objectifs. Donc, on a voulu tester si on trouvait de l'ADN de tordeuse plus loin dans le temps. Donc, sur le lac Tremblay, on a échantillonné à 1 mètre et on a trouvé de l'ADN à 4900 calbp, qui s'amplifie très bien. Voilà. Et pour le lac Petitane, qui est un lac qui est situé à environ 50 km du lac Tremblay, on a trouvé de l'ADN à 3000 calbp, donc à peu près 1 mètre aussi, à 1 mètre de profondeur. Et voici la reconstruction du coup qu'on a obtenue pour l'instant pour le lac Petitane. Donc cette fois-ci, on a 400 ans de données. Alors ça reste des résultats préliminaires qu'il faut encore valider, mais on a un signal qui reste assez faible sur le récent, avec quelques mouvements que je vous ai mis ici en zone grisée. Voilà. Mais ensuite, avant 1800, en fait, on détecte quand même trois augmentations du signal épidémique. Et j'ai essayé de retrouver un peu dans la bibliographie s'il y avait des épidémies qui pouvaient correspondre un petit peu à ces pics. Et il semblerait que celle de 1772 ait été déjà détectée dans le bas de la Gaspésie, entre le Bas-Saint-Laurent et la péninsule de la Gaspésie, par l'étude de Boulanger et Arsenault en 2004, où on détecte une épidémie entre 1752 et 1776. Idem pour celle de 1692. On a cette fois-ci, c'est la thèse de Jardin-Réal qui détecte. Le même travail de Boulanger et Arsenault, où en Gaspésie, il semblerait qu'il y ait une épidémie entre 78 et 90. Et pour celle de 1630, c'est la thèse cette fois-ci, c'est les données issues de la thèse de Jardon en 2001, faite en Abitibi et Témiscamingue, qui sembleraient les plus cohérents, on va dire, avec la date qu'on a. Encore une fois, il y a quand même une incertitude temporelle, donc on n'est pas à l'abri que ça ne corresponde pas forcément. Et pour cette étude, j'ai oublié de le dire, mais on a une résolution à 8 ans sur les échantillons. Voilà. Merci de votre attention.